Donc, du coup, je vais vous présenter la partie ICM. Donc, il faut savoir que ICM, c'est Initiation à la connaissance du médicament. Donc, ça va être un peu la partie pharmacologie du cursus cette année. Donc, avant de commencer, il y a quelques conseils. Hop. Alors, c'est une matière assez exigeante, donc il faut quand même pas mal bosser et il faut savoir qu'il y a beaucoup de QCM au concours. Euh, Quand je dis beaucoup de QCM, c'est sur la première partie du concours, il y en a 40 à peu près. Et l'ICM, ça en vaut 10. Donc, ça vaut quand même un quart de votre note. Et en sachant que c'est quasiment que du par cœur, c'est vraiment des points assez faciles à avoir. Donc, je vous conseille vraiment de bosser ICM parce que, à la limite, vous vous ratez en biostatistique, c'est pas grave. Vous vous ratez en ICM, c'est un peu plus grave pour votre note globale. Ensuite, ça va vous servir de toute façon les années après parce que c'est à la base de tout raisonnement thérapeutique et donc c'est valable pour toutes les filières. Pour l'ICM, ce qui est le mieux pour réviser, ça va être les fiches et les tableaux parce que bah, comme il faut le revoir régulièrement, si vous avez fait vos propres supports, ça va être beaucoup plus simple. Et il faut savoir que c'est des notions à revoir de manière assez régulière. Et ensuite, il y a des formules en ICM. Alors, elles vont faire un peu peur, je vous préviens, c'est des grosses formules. Par contre, ce qui est super, c'est qu'on ne vous demande pas forcément de calculer. Donc, ne vous attendez pas à des valeurs chiffrées en ICM. Ça va vraiment être une grande majorité de compréhension, où en fait, on va vous demander, en rapport avec une formule, des notions de cause à effet. Donc, par exemple, si une valeur augmente, est-ce que telle valeur qui est liée va augmenter avec? Oui, non. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure sur les QCM, mais franchement, ne vous inquiétez pas pour les calculs en ICM. Donc, pour aujourd'hui, on part sur la pharmacocinétique. Alors, je vous préviens, si je parle trop vite, surtout n'hésitez pas, je peux ralentir sans problème. Donc, la pharmacocinétique, on va commencer par une petite introduction, quelques définitions. Ensuite, on va parler de l'absorption des médicaments et on va finir sur la distribution. Donc, je ne vais pas vous faire le cours de pharmacocinétique de la LAS en entier. C'est vraiment une présentation globale pour que vous ayez un peu quelques notions en main. Alors, donc, ce qu'il faut savoir en introduction, euh, donc, la pharmacologie, c'est composé de deux grandes notions qui sont à peu près les plus importantes. Ça va être la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Donc, aujourd'hui, on va faire la partie pharmacocinétique et vendredi, on fera la partie pharmacodynamie. Donc, la pharmacocinétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le domaine de la pharmacologie qui va étudier le devenir du médicament dans l'organisme. Donc, il faut savoir que c'est constitué de quatre parties, quatre étapes qui vont être l'ADME. Donc, l'ADME, c'est l'absorption, la distribution, la métabolisation et l'élimination. Ces quatre étapes, on va avoir des données pour les soutenir et ça va être les concentrations plasmatiques qu'on va noter CT et les quantités de médicaments dans les urines. Donc, on va commencer par la partie absorption. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'absorption? Eh bien, c'est l'ensemble des événements que va subir le médicament entre le moment où il est présent sous forme dissoute au niveau du site actif, du site d'administration, et celui où il est dans la circulation sanguine générale. Donc ça, c'est une définition assez compliquée. C'est juste pour vous dire que, en fait, quand vous allez prendre le médicament, d'abord, il va passer dans tout ce qui est, par exemple, tube digestif. Une fois qu'il est dans le tube digestif, si vous avez une gélule, par exemple, il va falloir dissoudre la gélule avant d'avoir accès au principe actif. Et donc l'absorption, elle va commencer qu'à partir du moment où vous aurez complètement dissous la gélule. Et donc à partir de ce moment-là, votre médicament, il va passer de l'intestin, par exemple, à la circulation sanguine. Donc c'est pour ça qu'en dessous, on a marqué que ça dépend que c'est fait qu'après la dissolution totale du principe actif. Et donc, ce qui est très important, c'est que l'absorption, ça ne concerne absolument pas les administrations intravasculaires, puisqu'on parle du moment où le médicament parvient à la circulation sanguine. Quand vous faites des administrations intravasculaires, vous envoyez directement le médicament dans la circulation sanguine. Donc, on ne parle pas d'absorption. Donc, il y a plusieurs étapes dans l'absorption. D'abord, vous allez avoir la résorption. La résorption, c'est la fraction de la dose de médicament que vous allez ingérer et qui va franchir la barrière de l'épithélium digestif, c'est-à-dire qui va passer de l'estomac au sang. Donc, cette étape, elle a lieu dans le duodénum. Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle, donc c'est juste après l'estomac, comme on le voit sur le schéma. Donc, il faut savoir que cette fraction résorbée, elle est dans la circulation sanguine, mais pas de suite dans la circulation sanguine générale. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, d'abord, vous allez avoir le médicament qui va passer de l'intestin à la veine qui est en bleu, qui s'appelle le système porte. Le système porte, il va se trouver entre l'intestin et le foie. Donc, il va amener tout ce que l'intestin va absorber jusqu'au foie. Une fois que ça arrive au foie, comme le foie il a des propriétés métaboliques,
il y a certains médicaments qui vont être dégradés un petit peu au niveau du foie. Donc, c'est pour ça que quand on parle de résorption, on dit que ça arrive dans la circulation sanguine, mais pas la circulation sanguine générale. Parce qu'avant, il y a une étape qui passe au foie. Et donc, c'est là qu'on va voir la formule qui fait peur. Donc, le franchissement de la barrière digestive, elle obéit à la loi de Fick, qui est juste en dessous, et c'est une diffusion passive. Donc, une diffusion passive, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie qui permet la diffusion. Cette diffusion, elle se fait grâce au gradient de concentration, c'est-à-dire que les solutés, ils vont passer d'une zone qui est plus concentrée à une zone qui est moins concentrée. Et comme on cherche à atteindre un équilibre de concentration, ben, vous allez avoir une diffusion qui va être passive, qui va se faire toute seule de manière naturelle entre l'endroit le plus concentré et l'endroit le moins concentré. Donc, cette formule, sur la loi de Fick, vous avez plusieurs données dedans. Donc, ce qui vous intéresse, ça va être la vitesse de diffusion. Ensuite, vous allez avoir D qui va être le coefficient de diffusion. Kp, c'est le coefficient de partage octanol-O. Alors, qu'est-ce que c'est le coefficient de partage octanol-O? Alors, ça a l'air très compliqué. Franchement, ça l'est pas tant que ça. En fait, ce coefficient, il va vous permettre de savoir si un médicament, il est hydrophile, c'est-à-dire qu'il va se dissoudre dans l'eau, comme du sucre à peu près, ou s'il va être lipophile. Et donc, s'il est lipophile, il ne va pas se mélanger à l'eau. C'est comme si vous mettez un peu d'huile d'olive dans de l'eau. Ben, vous allez avoir des espèces de bulles d'huile. Ben, c'est le même principe. Donc, en fait, votre médicament, s'il est hydrophile, il va bien se dissoudre dans le sang, puisque le sang, c'est liquide. Donc, votre médicament, il va facilement être dans le sang et il va se déplacer tel quel. Par contre, s'il est lipophile, il va avoir du mal à se déplacer comme ça dans le sang, puisque il va s'assembler un peu comme l'huile d'olive en espèce de bulle pour pas être en contact avec l'eau. Donc ce coefficient, il a un rôle dans la vitesse de diffusion, puisque comme les médicaments hydrophiles, ils vont mieux passer du sang aux organes que les médicaments lipophiles. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ensuite, vous avez S qui va être la surface d'échange. Donc plus vous allez avoir de surface, plus ça va être facile de diffuser et donc plus ça va être rapide. Et en dernier, vous avez le coefficient de concentration, et donc ça veut dire que plus vous allez avoir une concentration élevée dans l'intestin et une concentration faible de l'autre côté, plus ça va passer facilement et rapidement. Donc là-dessus, vous aurez quasiment aucune question de calcul. Ça va vraiment être des questions du type si le coefficient de diffusion augmente, donc si D augmente, est-ce que la vitesse de diffusion va augmenter? Oui ou non? Donc, on en fera tout à l'heure en QCM pour bien vérifier que vous avez compris, mais ça va pas être plus dur que ça. Donc, cette formule, pour Gabin, alors, il te la donne pas à l'examen. Donc, il faut que tu la connaisses, mais ça va pas être pour l'utiliser en calcul. C'est vraiment la connaître pour savoir les relations entre les données. Je sais pas si ça va comme réponse. Ok, donc ensuite, une autre étape de l'absorption, ça va être l'effet de premier passage hépatique. Alors, l'effet de premier passage hépatique, donc hépatique, c'est au niveau du foie. Donc, ça, c'est dans la continuité du passage de l'intestin au système porte puis au foie. Donc, en arrivant au foie, il y a certains médicaments qui vont être métabolisés. Donc, le foie, ça veut dire qu'il va les dégrader. Et donc, du coup, on va voir une fraction du médicament qui ne va pas aller dans la circulation générale. Donc, le foie, il va prendre votre médicament ou pas et il va l'envoyer dans la circulation sanguine derrière. Donc, il y a quelques petites précisions, mais c'est ce que je viens de vous dire. Donc, soit votre principe actif n'est pas éliminé du tout, dans ce cas-là, il passe en entier dans la circulation générale, soit il va être éliminé un petit peu et vous allez avoir une portion qui ne va pas passer. Et donc, la portion qui va atteindre la circulation générale après la dégradation, ça va être l'effet de premier passage hépatique. Donc, ce qui va être lié à cet effet de premier passage hépatique, ça va être le coefficient d'extraction hépatique. Donc, ce coefficient, il représente la fraction de médicaments qui va arriver au foie et qui va y être éliminé. Donc, on va le noter EH. Il n'a pas d'unité, ça c'est très important, ne vous faites pas avoir en QCM. Et il a une valeur comprise entre 0 et 1. Alors, il faut savoir que cette valeur comprise entre 0 et 1, soit on vous la donne telle qu'elle, soit on vous la donne en pourcentage. Et donc, faites bien attention, ne confondez pas l'effet de premier passage hépatique avec le coefficient d'extraction hépatique. C'est pas la même chose. L'effet de premier passage hépatique, ça va être la notion, et le coefficient, ça va être la valeur chiffrée de ce qui va être éliminé. Donc ensuite, encore une donnée pour l'absorption. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir, ça rentre bien après. Donc le coefficient de biodisponibilité, ça va être le fait que pour toute administration qui n'est pas directement en intraveineuse, vous allez avoir une fraction qui va arriver jusqu'à la circulation sanguine générale. Alors ça, c'est pas forcément 100% parce que, par exemple, vous avez des médicaments, vous allez les ingérer, ils vont arriver jusqu'à l'intestin et déjà, au niveau de l'intestin, il va pas bien passer. Et donc, au niveau de l'intestin, déjà, avant même l'effet de premier passage hépatique, vous allez avoir juste une portion qui va passer. Donc, par exemple,
au lieu d'avoir 100% qui passe, vous allez en avoir 50%. Et ensuite, ce médicament, il peut être dégradé aussi par le foie. Donc de 50% arrivé à l'intestin, en sortie du foie, vous allez passer par exemple à 25. Donc ce coefficient de biodisponibilité, il est important pour ça, parce que il y a des médicaments, vous allez devoir donner des grosses doses pour avoir un effet après au niveau systémique. Donc, ce coefficient, il va être noté F. Comme le coefficient d'extraction hépatique, il n'a pas d'unité et c'est une valeur entre 0 et 1, ça peut aussi être donné en pourcentage. Et donc, on voit en bas que F, il est inférieur ou égal à 1 moins le coefficient d'extraction hépatique, ce qui est logique puisque ce que le foie va dégrader, ça ne va pas passer dans la circulation sanguine générale. Est-ce que tout va bien jusque-là? Alors, on continue. Donc, on passe à la distribution. Donc, sur les 4 étapes de l'ADME, on fera que l'administration et la distribution. Donc, on est presque au bout de la pharmacocinétique. Euh, donc, la définition, ça va correspondre au passage du médicament du plasma, qui est la phase liquide du sang, c'est-à-dire le sang, si vous lui enlevez tout ce qui est globules rouges, les protéines, tout ça, vous allez avoir un liquide, et donc le liquide, c'est le plasma. Donc, la distribution, ça va correspondre au passage du médicament du plasma vers les tissus de l'organisme et vice-versa. Donc, du tissu vers le plasma. Donc, il faut savoir que la distribution, elle est amplifiée par la vascularisation du tissu. Donc, ça, c'est assez logique parce que plus vous allez avoir de sang qui arrive, plus vous allez avoir de possibilités de faire des échanges et donc plus vous allez pouvoir passer votre médicament du plasma au tissu. Donc ça, par exemple, c'est très, très valable pour le système nerveux central puisque c'est très vascularisé. Ensuite, vous allez avoir la plupart des médicaments qui vont diffuser à travers les espaces intercellulaires, les cellules endothéliales. Alors, ça, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est une cellule endothéliale. Donc, dans vos vaisseaux sanguins, ils ont une forme de tube. Donc, les cellules endothéliales, ça va être les cellules qui bordent le tube et qui permettent d'avoir justement cette forme. Donc, il faut savoir que ces cellules, elles vont être plus ou moins jointives. Donc, comme on peut voir sur le petit schéma que vous avez des endroits où il y a des espaces. Donc, à travers ces espaces, vous allez avoir certains médicaments qui vont pouvoir diffuser et donc passer. Donc, par exemple, les AVK. Donc, les AVK, c'est les antivitamines K. Donc, ils agissent en dehors du compartiment sanguin. Ça veut dire qu'ils vont passer de la cellule endothéliale au tissu et ils vont agir au niveau de la synthèse de facteurs de coagulation du foie. Donc, ça va être un médicament qui va passer. Un médicament qui, par contre, ne passe pas, ça va être les héparines. Donc, les héparines, ils vont être trop gros pour diffuser. Donc, ce qu'on va avoir comme méthode d'action, ils vont agir directement dans le compartiment sanguin et la cible va être dans le compartiment. Euh, donc, il faut faire attention parce que donc, ce qu'on voit sur le schéma, c'est que vos médicaments, ils peuvent avoir une forme libre. Donc ça, ces formes libres, c'est souvent pour les médicaments qui vont être hydrophiles, puisqu'ils ne vont pas avoir de problème à circuler dans le sang. Et vous allez avoir d'autres médicaments qui vont être en complexe avec une protéine plasmatique. Donc c'est ce qu'on voit avec le point bleu et les points orange. Et donc, il faut faire attention parce que la liaison du médicament à des protéines plasmatiques, ça peut modifier sa diffusion. Alors, donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la partie QCM, donc pour voir si vous avez bien compris. Alors, on change de diapo. Hop. Ok, donc ce que je vous propose pour les QCM, c'est que vous essayez de les faire vous-même. Si jamais vous voyez que c'est trop compliqué, que ça ne marche pas du tout, vous me dites et je peux les faire avec vous. Donc, vous voyez, vous essayez de votre côté et de toute façon, on corrige ensemble à la fin. Alors, je vous laisse lire le premier, je vous laisse un peu de temps et dans à peu près 1 minute, on corrige ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat si ça vous amuse. Sinon, gardez-les pour vous, ça m'est égal. Ok, donc j'ai les premières réponses qui arrivent, donc je passe à la correction. Donc, pour le premier QCM, donc la première réponse était vraie. Effectivement, c'est bien la définition qu'on a vue au début du cours. La deuxième question, alors il faut faire attention, c'est des questions de définition un peu bêtes. Donc voilà, c'est bête de se tromper là-dessus. Il faut faire attention aux formulations. La troisième, les concentrations de plasmatiques et la quantité de médicaments dans les urines, c'est ce qu'on a vu sur la première diapo. Donc, j'ai pas trop insisté, mais voilà. Effectivement, la question D, c'est pas super sympa. Mais faites bien attention parce que ça arrive des fois qu'ils fassent des pièges. Et c'est bête de perdre des points, alors que enfin, juste en lisant bien et en vérifiant bien ces réponses, on peut les éviter. Et ensuite, pour la E, alors, l'effet de Croyer, ça ne concerne pas l'ensemble des médicaments, c'est vrai. Euh, Par contre, ce qui est possible, c'est que vous avez des médicaments qui n'ont pas des premiers passages hépatiques
mais qui passe quand même par le foie. Donc faites attention, les deux sont possibles. Ensuite, si vous voulez le QCM2, est-ce que ça va de votre côté ou est-ce que vous voulez qu'on les fasse ensemble? Ok, donc on va passer à la correction. Donc, pour l'item A, effectivement, il faut faire attention. Le coefficient d'extraction hépatique, c'est compris entre 0 et 1. Donc, juste la valeur, déjà, ça doit vous aiguiller. Comme quoi, c'est faux. Même si on a dit que ça peut être aussi en pourcentage, comme là, vous n'avez pas le pourcentage, ça ne peut pas être ça. La B et la C sont vraies. Si vous avez des questions dessus, allez-y. Sinon, je passe au reste. Donc, ensuite, pour la D, la fraction de médicament qui est métabolisée par le foie, c'est celle qui ne rejoindra pas la... Ah, ok, pour la B. Alors, donc, la distribution, elle est proportionnelle à la vascularisation du tissu. Alors, tout simplement parce que plus vous allez avoir de sang qui arrive à votre tissu, plus votre tissu va pouvoir faire des échanges avec ce sang. En fait, le médicament, il va être contenu de la même manière dans tout le volume sanguin. Et donc, plus vous allez avoir de sang qui arrive à votre tissu, plus votre tissu va avoir des échanges avec le sang. Donc, plus il va échanger ce médicament. Je sais. Est-ce que c'est clair? Ok, super. Donc, pour la question D, du coup, la fraction métabolisée par le foie, elle va pas pouvoir rejoindre le compartiment sanguin puisqu'elle aurait été dégradée. Donc la fraction de médicament pardon, la fraction qui va rejoindre le sang, ça va être celle qui ne va pas être métabolisée. Et ensuite, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effet de premier passage hépatique et le coefficient d'extraction hépatique, c'est pas la même chose. Donc, l'effet de premier passage, ça va être le fait que certains médicaments vont être métabolisés et le coefficient, ça va être la valeur chiffrée qui va indiquer combien de médicaments a été métabolisé ou n'a pas été métabolisé. Ok, troisième QCM. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou ça va? Ok, donc si vous êtes prêt avec le QCM 3, on va passer à la correction. Donc, pour ce QCM, tout est vrai. Donc faites attention. Au concours, ils aiment bien faire des trucs comme ça. Alors n'ayez pas peur de mettre toutes vos réponses vraies ou toutes vos réponses fausses. C'est possible. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour ces réponses-là? Oui, c'est possible, je vous assure. Ça arrive. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'impression que tout est vrai, marquez tout vrai. C'est que vous avez sûrement raison. Vous savez, vous connaissez vos cours, donc n'hésitez pas. Ok, donc est-ce qu'il y a des questions pour ces réponses ou on passe au prochain? Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive, ça peut arriver sur un ou deux QCM. Ok, alors pour la C. euh, alors, inversement proportionnel, attendez. Parce que donc F, on avait dit tout à l'heure que donc c'est la fraction de biodisponible, ça va être un moins le coefficient d'extraction hépatique. Donc, ça va pas être inversement proportionnel, excusez-moi, je pense que c'est une erreur sur le diapo. Ça va être l'inverse. Et donc pour la B, ok, donc ça oui, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il me semble pas. Mais donc en fait, en intraveineuse, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas d'étape d'absorption à proprement parler. Parce que vous n'avez pas le passage enfin, ça arrive directement dans la circulation sanguine totale. Donc la circulation sanguine générale, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous prenez un globule rouge, votre globule rouge, il va faire le tour complet du système sanguin en 1 minute. Donc, je réponds juste après pour la C. Donc, en fait, quand vous administrez un médicament par IV, on considère que c'est total, puisque tout le médicament que vous allez injecter, il va être présent dans la circulation sanguine générale et immédiat, parce que très très rapidement, vous avez l'intégralité de Ouais. l'organisme qui va être perfusée par le médicament. Donc, pour la C, euh, du coup, ça va pas être Ah. vrai, c'est une erreur du QCM. Ça va être faux pour la C. Je corrigerai ça avant de mettre le diapo en ligne. Ok, alors, on passe au prochain.
Ok, donc si tout le monde est prêt, on passe à la correction. Alors, donc pour la question A, c'est la même, le même principe que tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas d'unité, donc faites attention. Vous ne faites pas avoir pareil avec l'unité, même si ça fait joli, il n'y en a pas. À la limite, un pourcentage, parce qu'on peut vous le donner en pourcentage, mais ce n'est pas une unité, donc faites attention. Pour la B, on a vu tout à l'heure que les AVK, ils passaient à travers l'endothélium, donc ça, c'est les parois du vaisseau sanguin, puisqu'ils vont dans le foie. Donc, effectivement, c'est les étamines Ouais. qui vont être Oh, trop j'ai grandes. appris des trucs de ouf. Attention pour les micros, s'il vous Mais plaît. il faut surtout pas en parler. Je vais essayer de couper de mon côté. OK. Euh, alors, ensuite, la C est vraie, puisque on l'a vu, il faut que le médicament soit, enfin, l'enveloppe du médicament soit entièrement dissoute et le médicament aussi, pour qu'on puisse considérer le début de la période d'absorption. Ensuite, pour l'absorption dans le tube digestif, donc c'est avant le jéjunum, puisqu'on a vu tout à l'heure. Donc le jéjunum, c'est la partie intermédiaire de l'intestin grêle. Et donc, on a vu que c'était au niveau du duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Ensuite, la pharmacodynamie, donc là, c'est un piège de définition, pareil. Et donc, du coup, la pharmacodynamie, c'est les notions qualitatives des médicaments. Donc ça, on le verra un petit peu tout à l'heure si on a le temps. Hop. Et ensuite, il me semble que ça, c'est un des derniers. C'est l'avant-dernier QCM. Donc, je vous ai remis la formule de la loi de Fick pour vous aider un petit peu. Au concours, on ne vous la donnera pas, donc il faudra la prendre. Mais pour l'instant, je vous la donne. Si vous avez des problèmes avec ce QCM, on peut le faire ensemble, c'est pas un problème. Ok, donc je fais avec vous. Donc, j'affiche directement la correction et je vais vous expliquer étape par étape. Alors, donc, pour la première question, c'est une question de définition, donc je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est une diffusion passive parce qu'en fait, ça se fait grâce à la concentration. Il n'y a pas d'énergie qui va être impliquée. Les molécules, elles vont se déplacer d'un côté à l'autre juste parce qu'il y en a plus d'un côté de la membrane et moins de l'autre et que le but, c'est d'avoir la même quantité des deux côtés. Donc, votre molécule qui va être en plus grand nombre, elle va changer de compartiment, donc passer par exemple de l'intérieur de l'intestin au système porte parce qu'il y aura plus de médicaments dans l'intestin et moins dans le système porte. Donc, pour la question 2, ça va être donc les questions de relation avec la formule. Donc, le coefficient de diffusion, c'est D. Donc, D, il est en numérateur, c'est-à-dire que si D augmente, la fraction, elle va augmenter aussi. Donc, si la fraction augmente, vous allez avoir enfin, le résultat de l'équation en lui-même qui va augmenter aussi. Donc, du coup, si le coefficient de diffusion augmente, dans ce cas-là, vous allez avoir la vitesse de diffusion qui augmente aussi. Donc, ensuite, s'il y a des questions, toujours vous me dites, hein, n'hésitez pas. Donc, pour l'épaisseur. Donc, l'épaisseur, c'est le grand E, il va être en dénominateur, c'est-à-dire qu'il va être en bas de la fraction. Donc, dans ce cas-là, si E augmente, vous allez réduire la fraction. Puisque, un exemple tout bête, si jamais vous ne voyez pas, si vous prenez 1 sur 1, ça fait 1. Si vous prenez 1 sur 2, ça fait 0,5. Donc, du coup, si l'épaisseur augmente, vous allez avoir une diminution de la vitesse de diffusion. Oui, c'est exactement ça. Si E augmente, le résultat diminue. Donc ensuite, la question D, elle est un peu compliquée. Donc la question D, ça part du principe que Kp, dans l'équation qu'on vous donne, c'est le coefficient de partage octanol sur O. Et donc ça, c'est important, c'est octanol sur O. Dans la question, là, on vous parle du coefficient O sur octanol. Donc du coup, on ne vous parle pas de Kp, on vous parle de 1 sur Kp. Donc, si on part de 1 sur Kp et qu'on réécrit l'équation qu'on a, l'équation de Fick qu'on a là. Donc 1 sur Kp, si vous multipliez tout par 1 sur Kp, vous allez vous retrouver avec une fraction qui va être D fois 1 fois S divisé par E fois Kp. Donc vous arrivez avec Kp qui va être en dénominateur. Donc si Kp est en dénominateur, ça marche comme pour l'épaisseur de la membrane tout à l'heure. Donc si 1 sur Kp augmente, vous allez avoir la vitesse de diffusion qui diminue. Est-ce que ça va? Ok, super. Oui, c'est très vicieux. Ça m'est jamais arrivé de tomber là-dessus au concours et dans les annales, ça m'est jamais arrivé de tomber sur un truc comme ça. Mais préparez-vous, on sait jamais, c'est possible qu'une année, il décide d'être vicieux. Et donc, pour la question E, donc, du coup, c'est toujours pareil. Quand le gradient de concentration augmente,
Donc là, il fait partie de l'équation à part. Mais donc, si le gradient de concentration augmente, vous allez augmenter la vitesse de diffusion. Ça, c'est la partie la moins compliquée, je pense, du QCM. Tout va bien pour celui-là? Alors, les QCM, ça va être le jury, ça va être les profs qui vous font les cours. Oui, pour KP, je peux reprendre. Donc, dans la formule qu'on vous a donnée, KP, là, c'est le coefficient de partage octanol sur O. Donc, si là, dans la question, on vous demande le coefficient de partage O sur octanol, ça veut dire que dans votre fraction, vous allez inverser les termes. Donc, vous n'allez pas prendre Kp qui va être octanol sur O, vous allez prendre 1 sur Kp qui va être O sur octanol. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Donc, du coup, comme on parle de 1 sur Kp, si on réécrit l'équation avec 1 sur Kp au lieu de Kp tout simple, donc on va remettre Kp, 1 sur Kp dans la fraction. Donc, vous allez avoir D fois 1 fois S divisé par E fois Kp. Donc, dans ce cas-là, on a réécrit l'équation avec 1 sur Kp. Et donc, comme Kp, il va se retrouver sur le dénominateur de la fraction, donc en bas, ça va évoluer de la même manière que E. OK? Super. Alors, dernier QCM. Celui-là, il me semble qu'il est un peu moins compliqué. Oui, c'est ça, c'est juste inverser Kp. Donc, la dernière, il me semble que là, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit juste avant, mais je vous l'expliquerai, ne vous inquiétez pas. Donc, s'il y a une question que vous n'arrivez pas à faire, c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la correction? Super. Alors, donc, pour la première question, donc Kp, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le coefficient octanol sur O. Donc, en fait, pour que Kp augmente, il faut que la partie octanol augmente. Donc, octanol, ça va être un acide gras, donc du gras, globalement, c'est comme l'huile d'olive toujours. Et donc, du coup, Kp, ça va être lipophile, c'est-à-dire que ça ne va pas aimer l'eau. Donc, donc, plus Kp va être grand, moins la molécule va aimer l'eau. Donc, c'est pour ça que c'est faux, c'est l'inverse. Donc la B, si vous avez besoin d'explications, dites-la moi, mais sinon je passe. Alors là, c'est donc la partie qu'on n'avait pas vue. Donc la barrière placentaire, en fait, ça va séparer un peu la circulation sanguine maternelle et la circulation sanguine du fœtus. Donc il y a certains médicaments qui vont pas parvenir à la franchir. Donc c'est le cas des héparines qu'on a vu tout à l'heure. Elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent pas passer. Donc, du coup, les héparines elles vont rester coincées et donc on va pouvoir les administrer chez la femme enceinte. Donc, non, tous les médicaments administrés ne peuvent pas franchir la barrière placentaire. Par contre, on a une forte diminution du nombre de médicaments qu'on peut donner parce qu'il y en a beaucoup qui passent. Et il y a plein de choses qui passent à la barrière placentaire. Par exemple, l'alcool. C'est pour ça qu'on déconseille l'alcool pour les personnes enceintes. Donc, ensuite, donc, les médicaments très hydrophiles se lient aux protéines plasmatiques qui sont l'albumine qui est l'albumine, et c'est une protéine majoritaire dans le plasma. Donc ça, je ne vous l'ai pas dit. Mais donc cette protéine, elle est vraiment, vraiment partout. Vous allez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le plasma. Elle a plein de fonctions différentes. Mais donc en fait, une des fonctions dans le cas des médicaments, ça va être de fixer les médicaments qui sont hydrophobes, donc qui ne vont pas aimer l'eau ou qui sont lipophiles. En fait, ces médicaments, comme ils n'aiment pas l'eau, leur but, ça va être de rester le moins possible en contact avec l'eau. Donc ils vont se lier aux albumines pour ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on va avoir, plus ils vont être hydrophobes, plus ils vont se lier aux albumines. Voilà. Et ensuite, pour les AVK, qui sont les antivitamines K, ça va pas être les médicaments les plus utilisés, puisqu'on a vu qu'ils franchissaient bien les barrières endothéliales, donc des cellules des vaisseaux sanguins. Donc, du coup, ça va pas être intéressant, puisque ça va avoir des effets toxiques pour le fœtus. Donc, on met les héparines qui, elles, ne passent pas les barrières endothéliales. Ok, donc ça, c'était la fin des QCM. Si ça va pour la partie pharmacocinétique, je vous propose de commencer un petit peu la partie pharmacodynamie. Comme ça en fait moins vendredi, parce que c'est un gros cours quand même. Mais là, la partie d'aujourd'hui, c'est pas la partie la plus dure. Donc ça devrait aller. Alors, pour voir le nombre de QCM par UE, vous pouvez regarder sur les annales que vous avez en ligne sur le tutorat. Je ne sais pas si vous y avez encore accès, mais quand y aurez accès, c'est marqué. C'est pas spécifiquement précisé, mais si vous regardez, il y a quand même globalement un nombre de QCM qui revient par matière. Ok, donc là, oui, on va enchaîner avec la pharmacodynamie, pas la pharmacocinétique. Euh, Comme ça vous en fait moins vendredi, si ça vous va, parce qu'il nous reste encore 20 minutes à peu près. Ok, alors on enchaîne. Donc, la partie pharmacodynamie. Donc ça c'est le plan du cours en entier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va faire le grand 1, le grand 2, possiblement
jusqu'au B si on y arrive. Donc du coup, introduction, un petit topo sur la pharmaco. Il y aura un QCM, mais pas aujourd'hui pour la pharmacodynamie. On le fera vendredi. Donc la pharmacologie, c'est l'étude des médicaments. Et donc les médicaments, ça va être utilisé dans le traitement, le diagnostic et la prévention. Donc le diagnostic, ça va être par exemple les produits de contraste que vous allez injecter en imagerie. Par exemple, si vous voulez observer les artères, vous allez injecter un produit, donc ça s'appelle une coronarographie par exemple au niveau du cœur. Donc ça va être des médicaments, ça va être considéré comme des médicaments. Et vous avez la prévention avec les vaccins. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc la pharmacologie, donc comme on a vu, c'est pharmacodynamie et pharmacocinétique, mais il y a aussi plein d'autres domaines qui vont se rajouter, et donc ça va être assez relié les uns avec les autres pour pouvoir en fait déterminer au mieux les propriétés des médicaments. Donc là, on va faire la pharmacodynamie qui va être la caractérisation qualitative des effets des médicaments. Mais par exemple, vous avez aussi la pharmacométrie qui va, elle, permettre de caractériser de manière quantitative les effets des médicaments. Donc, ce qu'il faut savoir et qui est très important, c'est que la définition du médicament, c'est très encadré par la loi. Donc ça, vous allez avoir un cours dessus, en plus en ICM. Donc, vous avez des régulations qui vont être au niveau national, mais aussi au niveau européen. Donc, voilà, faut juste le savoir. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs sur les essais cliniques, par exemple. Donc, c'est assez important à retenir. Donc, du coup, on passe au mécanisme d'action. Donc, un médicament, il va avoir un effet principal qui va être l'effet recherché. Donc ça va être par exemple un effet antalgique pour atténuer la douleur, un effet antipyrétique, ça c'est contre la fièvre, un effet antihypertenseur pour des tensions hautes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'effets différents. Vous allez aussi avoir des effets secondaires. Donc ça va être des effets qui peuvent être gênants ou nuisibles. Donc ça va être des nausées, des constipations, plein d'autres choses comme ça. Ça peut être des effets qui vont être indifférents. Ils vont être là, ils vont pas forcément être gênants pour le patient. Donc, on les prend en compte, mais ils vont pas forcément être gênants. Par exemple, si vous voulez un truc totalement random, si vous connaissez le Viagra, ben, le Viagra, il y a un des effets secondaires qui est connu, qui va être des troubles de la vision des couleurs. Ça va être temporaire, donc c'est un effet qui est pas forcément utile, qui est pas non plus très très gênant, mais voilà, c'est transitoire et ça arrive. Et vous avez aussi des effets secondaires qui vont être utiles. Donc ça, c'est important à retenir parce que vous avez des médicaments où en fait, on va les administrer et on va se rendre compte au bout d'un moment qu'il y a des propriétés de ce médicament qu'on n'avait pas identifiées au départ qui vont être utiles et du coup, ces médicaments, ils vont être utilisés pour certaines pathologies qui vont être très spécifiques. Oui, le médiateur, effectivement. Donc, du coup, un médicament qui n'a pas d'effet indésirable, c'est un médicament qui n'a aucun effet et donc pas d'effet bénéfique. Donc ça, il faut le retenir. Si vous avez un effet principal, c'est que votre médicament, il va agir sur une voie de l'organisme. Et s'il agit sur une voie, enfin, une voie, c'est pas forcément équivalent à une voie, c'est pas un effet. Donc vous allez forcément avoir une voie, plusieurs effets. Et dans ces effets-là, vous allez avoir des effets indésirables. Alors oui, certains médicaments peuvent affecter la concentration et la mémorisation. Par exemple, les amphétamines. Voilà, ça va pas aider. Les bêta-bloquants, ça n'aide pas non plus. Donc, si vous êtes stressé, que vous prenez des bêta-bloquants, faites attention. Ce qu'ils conseillent souvent, c'est si vous voulez absolument prendre des bêta-bloquants, faites un test avant pour voir si ça n'affecte pas votre mémorisation. Donc, pour les mécanismes d'action des médicaments. Donc, les structures sur lesquelles les médicaments vont agir, ça va être des cibles. Donc, c'est simple, c'est pas très compliqué à comprendre. On voit bien l'image. Oui, les bêta-bloquants, c'est pour les crises cardiaques, mais il y a aussi des effets anti-stress. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la cellule, c'est l'entité minimale vivante et ça va être la cible d'action des médicaments. C'est-à-dire que dans la cellule ou sur la cellule, vous allez avoir des cibles. Donc, ça va être des macromolécules qui vont assurer une fonction cellulaire et ça va être cette fonction qui va être ciblée quand on va utiliser des médicaments. Et donc, souvent, c'est la fonction des cellules qui va être altérée dans les pathologies. Donc là, on parle juste, si on prend justement uniquement les médicaments à visée thérapeutique, donc ceux qui vont être utilisés en traitement, ils vont avoir une fonction pour restaurer la fonction cellulaire. Donc, dès qu'on va avoir une pathologie qui va altérer la cellule, on va utiliser un traitement pour traiter les symptômes et donc restaurer la fonction cellulaire normale. Donc, du coup, d'une manière un peu plus imagée, vous allez avoir la liaison du médicament à sa cible.
Cette liaison du médicament, ça va engendrer une réponse cellulaire et c'est à travers cette réponse cellulaire qu'on va avoir un effet pharmacologique. Donc, dans les cibles des médicaments, donc il y en a 80% qui vont être codés par le génome humain, qui vont être endogènes. Donc ça veut dire que votre médicament, il va cibler un élément de votre corps à vous. Ensuite, vous allez avoir aussi 20% des cibles qui vont être pour des organismes pathogènes, donc c'est-à-dire qui vont être des médicaments exogènes. Donc ça, un exemple super simple, ça va être les antibiotiques. Quand vous prenez des antibiotiques, c'est pas pour cibler votre propre corps, c'est pour cibler les bactéries qui vous ont infecté. Alors par contre, il faut faire attention, c'est pas parce qu'un médicament a des effets, enfin un médicament a une cible exogène qui va être uniquement exogène. C'est possible que des médicaments exogènes aient des effets endogènes aussi. Donc ensuite, nous avons trois types de cibles selon le rôle des cibles moléculaires. Donc tout d'abord, vous avez les récepteurs des médiateurs. Donc là, on prend des récepteurs au sens vraiment fermé parce que, enfin, c'est vraiment le sens le plus restrictif possible pour simplifier. Donc vous allez avoir les RCPG. Donc les RCPG, c'est des récepteurs très très courants et donc ils s'appellent RCPG parce que c'est des récepteurs couplés à des protéines G. Donc c'est des récepteurs qui vont passer 7 fois à travers la membrane. Ensuite, vous avez les récepteurs canaux. Donc ça va être des récepteurs au niveau de la membrane qui vont faire passer des ions quand ils vont avoir un médicament ou une molécule qui va se fixer dessus. Vous avez aussi des récepteurs à activité enzymatique. Donc, pour les récepteurs à activité enzymatique, vous avez deux types. Vous avez des récepteurs qui sont eux-mêmes des enzymes et des récepteurs qui vont être juste d'une protéine dans la membrane qui va être ensuite associée à une enzyme. Donc, vous avez deux types différents. Et enfin, vous avez aussi des récepteurs nucléaires. Donc, les récepteurs nucléaires, ils se trouvent à l'intérieur de la cellule. Ensuite, en autre type de cible, vous avez les transporteurs transmembranaires d'un ion ou d'un métabolite. Donc, ça va être les canaux ioniques, les pompes ioniques et vous avez aussi d'autres transporteurs. Et enfin, vous avez des cibles qui vont avoir un rôle enzymatique. Donc ça va être dans des voies métaboliques. Donc par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, transformer du glucose en glycogène, ça c'est les voies que normalement tout le monde a à peu près vues. Si vous transformez du glucose en glycogène, vous allez utiliser plusieurs enzymes. Eh bien, une de ces enzymes peut être affectée par un médicament. Voilà. Et donc, ah oui, pardon, j'ai oublié juste une partie. Il y a certains médicaments dont on ne connaît pas les cibles. Donc ça, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Il y en a un qui est très connu et on ne sait toujours pas comment il marche. Donc, une petite représentation visuelle de ces cibles. Donc, les RCPG en gris tout à gauche, les récepteurs canaux, les récepteurs enzymatiques, tout ça. Donc, si jamais vous trouvez pas ça clair, dites-le moi, je vous explique un peu plus. Donc, en plus de ça, vous avez aussi tout ce qui va être cible inconnue, notamment le paracétamol et tout ce qui est doliprane. Donc, en fait, sur le doliprane, il y a deux effets. Il y a un effet antalgique et un effet antipyrétique. Donc, l'effet antalgique, ils ont trouvé la cible il y a à peu près une dizaine d'années. Il me semble que c'était 2013, donc c'est assez récent. Et pour l'effet antipyrétique, on ne sait toujours pas. Donc, on sait que ça marche, donc on l'utilise, mais on ne sait toujours pas comment. Voilà. Donc après, ensuite, sur ces cibles membranaires, il faut savoir que toute liaison d'un médicament ou d'une molécule sur ces récepteurs et ces canaux, ça va donner une réponse cellulaire. Donc ensuite, vous avez les cibles intracellulaires d'une manière un peu plus imagée. Donc vous avez les enzymes qui vont se trouver à l'intérieur de la cellule. Vous avez les récepteurs nucléaires. Donc là, les récepteurs nucléaires, on voit qu'il y a deux petits triangles un peu à côté. En fait, bon, c'est des trapèzes, deux trapèzes côte à côte. C'est parce qu'en fait, ces récepteurs nucléaires, souvent, ils marchent en s'associant par deux. Donc, ils sont seuls au départ, et dès qu'ils vont avoir une molécule qui se fixe, ils vont s'associer. Et donc, ces récepteurs, ils vont agir au niveau du noyau. Ensuite, vous avez au niveau du réticulum. Donc, le réticulum, c'est un compartiment de la cellule. Vous allez le voir un peu plus en détail dans les cours. Retenez juste pour l'instant que c'est un compartiment de la cellule. Donc, au niveau du réticulum, vous pouvez aussi avoir des canaux en vert, des canaux ioniques, et des pompes en violet. Est-ce que ça va? Ok, super. Donc, pareil que pour les cibles extracellulaires, toute fixation d'une molécule sur ces récepteurs et ces enzymes, ça va entraîner une réponse cellulaire. Là aussi, il y a des cibles inconnues. Donc, ensuite, quelques définitions. Donc, les ligands, ça, vous allez l'entendre tout le temps en ICM. C'est vraiment un mot que vous allez retrouver sur tous les cours. Alors, c'est une substance physiologique ou pharmacologique qui va se fixer sur une cible. Donc, globalement, toutes les molécules qui vont se fixer sur un récepteur. Depuis le début, je dis molécules, mais en fait, j'aurais pu dire ligand. Donc, les ligands, il y en a plusieurs types. Il va y avoir des agonistes. Donc, ça va être un ligand qui va se fixer sur le récepteur. Et quand il va se fixer, il va entraîner son activation. Donc, comme on a sur le petit schéma en dessous, vous allez avoir le ligand qui se fixe sur les récepteurs en noir. Ça va entraîner une réponse cellulaire et cette réponse cellulaire, elle va témoigner de l'effet pharmacologique du médicament. Donc, ces agonistes, ça peut être soit par exemple les ligands endogènes, donc ceux qui viennent de notre propre corps, par exemple l'adrénaline, ça vient de nos propres corps, donc de notre propre corps, pardon. Donc l'adrénaline, elle va se fixer, il va y avoir une réponse cellulaire.
Mais par exemple, vous allez avoir des médicaments qui vont stimuler le même récepteur que l'adrénaline et qui vont avoir le même effet derrière. Donc ça va être un agoniste. Ensuite, vous avez les antagonistes. Alors ça va être un ligand qui va se fixer sur un récepteur, mais qui ne va pas induire son activation. Alors il faut faire attention parce que en entendant antagoniste, on a tendance à se dire c'est antagoniste, donc ça va faire l'effet inverse. Mais c'est pas ça, ça fait pas l'effet inverse. L'antagoniste, ça a une fonction de bouchon. En fait, ça va se fixer sur le récepteur et ça va bloquer la fixation de l'agoniste au départ. Donc en fait, l'antagoniste, il va pas induire de réponse cellulaire. Il va se fixer, il va avoir un rôle de bouchon, et donc il n'aura pas d'effet pharmacologique propre. L'effet pharmacologique qu'on va observer, ça va être l'effet qui est induit par la diminution de la concentration du ligand endogène au départ, donc du ligand qui devait se fixer sur ce récepteur. Est-ce que ça va jusque-là? Bon, ça a l'air d'aller. Ah, pour les INS, oui, c'est ça. Vous allez avoir en fait sur les ligands, vous allez avoir plus ou moins de compétitivité, c'est-à-dire que certains ligands, ils vont se fixer plus facilement sur un récepteur que d'autres, et donc ils vont prendre la place de certaines molécules. Donc, si ça va jusque-là, j'ai fini la partie que je voulais faire pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre maintenant. On a une petite dizaine de minutes.